mes chers, je souhaite que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite série sur les compteurs synchrones. Alors cette série est composée de 2 exercices. Alors le premier exercice, on vous dit si vous êtes appelé à réaliser un compteur, quels sont les critères qui vous permettent de choisir entre réaliser un compteur asynchrone ou réaliser un compteur synchrone. Pour le deuxième exercice, on vous demande de réaliser un compteur synchrone qui décrit le cycle de comptage suivant. 1, 2, 6, 5, 4 et on revient à 1. Alors je vous propose de mettre en pause votre vidéo, d'essayer de faire la série vous-même avant de reprendre la vidéo pour suivre la correction. À propos de l'exercice numéro 1, si on est devant une application qui demande de réaliser un compteur, alors les critères de choix entre réaliser compteur asynchrone ou compteur synchrone sont le modulo et la complexité de conception. Alors, si le modulo est de valeur réduite, il est conseillé de réaliser un compteur asynchrone du fait que sa conception est facile ou simple et l'influence de l'accumul du temps de réponse causé par la mise en cascade des bascules est limitée. Alors que si le modulo devient important, il est conseillé de choisir un compteur synchrone parce que tout simplement, même si sa conception est plus ou moins compliquée, mais l'influence du temps de réponse est nulle du fait que les bascules qui le constituent reçoivent en parallèle le même signal d'horloge. Donc ici, on peut récapituler sur le tableau et dire que les compteurs asynchrones sont conseillés pour les faibles modulos et les compteurs synchrones sont conseillés pour des modulos importants. Pour le deuxième exercice, on vous demande de réaliser un compteur synchrone qui décrit le cycle de comptage suivant. 1, 2, 6, 5, 4. Alors, ce modèle de compteur peut résumer les compteurs de cycle quelconque. C'est-à-dire, on peut réaliser un décompteur, on peut réaliser un compteur, on peut réaliser un compteur de cycle qu'on veut. Alors, les étapes à suivre pour réaliser, en cas général, un compteur, ce sont les 5 étapes. La première étape, c'est ce qu'il faut définir le nombre de bascules utilisées. La deuxième étape, rappeler la table d'excitation pour une bascule J. La troisième étape, compléter la table d'excitation. La quatrième étape, établir les équations des GI, KI de chaque bascule. Et finalement, donner le logigramme du compteur. Alors, en ce qui concerne la première étape, alors comment définir le nombre de bascules utilisées? Alors, la règle générale, il vous dit que pour définir le nombre de bascules utilisées ou le nombre de bascules nécessaires, il suffit de voir le plus grand nombre qui existe sur votre cycle et d'essayer de l'écrire sous forme binaire. Alors, le nombre nécessaire avec lequel vous avez pu écrire votre nom sera parfaitement le nombre de bascules dont vous aurez besoin. Alors, dans notre cas ici, le plus grand nombre, c'est 6. Donc 6, on peut l'écrire avec au moins 3 bits. Donc c'est 1, 1, 0. Donc on aura besoin de 3 bascules. Alors ces 3 bascules, ils auront les sorties Q1, Q2, Q3. Alors le Q1 sera la sortie choisie pour le LSB, le bit point faible. Et le Q3 sera choisi pour le MSB ou le bit point fort. Alors pour les 3 bascules, ils auront bien sûr la même horloge. Et pour le franc choisi, peu importe, qu'il soit le franc montant ou le franc descendant, pas de problème. La deuxième étape, ici, on vous rappelle la table d'excitation parce qu'il est très intéressant dans la conception des compteurs synchrones. Ici, on rappelle la table d'excitation qui donne les valeurs de QN, QN plus 1 et la combinaison des entrées JK qui excite les transitions indiquées sur le tableau. Ici, je rappelle que QN, on veut dire par QN l'état de la sortie de la bascule à l'instant Tn et Qn plus 1 l'état de la bascule à l'instant Tn plus 1. Alors déjà la première transition pour marquer une transition entre 0 et 0, ça veut dire pour que la sortie passe d'une valeur 0 et garde la même valeur à l'instant Tn plus 1, il est nécessaire d'avoir cette combinaison sur les entrées JK. Ça veut dire nécessairement J doit avoir 0. Pour K, peu importe, il peut avoir un 0 ou un 1. Alors on veut dire par X
la valeur 0 ou la valeur 1. Pour la deuxième transition, vous avez une transition entre la valeur 0 et la valeur 1. Donc la combinaison nécessaire pour cette transition, c'est nécessairement A1 sur J et peu importe sur K, et ainsi de suite. Troisième étape, il faut compléter la table de transition. Pour cela, il faut mettre à côté la table d'excitation, parce que tout simplement, il vous aidera à remplir la table de transition. Alors, la table de transition, il est constitué de plusieurs colonnes. La première, sur laquelle on indique le cycle de comptage en décimale. Donc l'ordre des valeurs est très intéressant. Donc la première colonne contient le cycle de comptage. Bien sûr, chaque valeur décimale va être écrite sur les sorties des bascules. On a dit que Q1 constitue le LSB et Q3 constitue le MSB. Donc on va les disposer de cette façon pour écrire le nombre 1 en binaire qui vaut 0, 0, 1. Le 2, c'est 0, 1, 0. Le 6, c'est 1, 1, 0. Le 5, c'est 1, 0, 1. Et finalement, le 4, c'est 1, 0, 0. Puis, on revient à la valeur initiale. Comment est-ce qu'on fait pour remplir les valeurs des J1, des GI, KI? Ceci est fait à l'aide de la table d'excitation. La première bascule dont la sortie est Q1 est commandée par les entrées J1 et K1. Donc c'est J1 et K1 qui influent sur la sortie Q1. Bien sûr, à l'arrivée du frein actif de l'horloge. Ça c'est très intéressant. Alors comment remplir la colonne de J1 et K1? Alors essayons de voir la colonne de Q1. La première valeur c'était 1, la deuxième c'est 0. Alors pour que Q1 transite de 1 vers 0, on peut considérer le 1 comme étant Qn et le 0 comme étant Qn plus 1. Ça veut dire que la sortie Q1 passe de 1 à 0. Quelle est la combinaison de G1, K1 qui peut provoquer cette transition? On revient sur la table d'excitation pour voir la transition 1-0 qui exige la combinaison X1 sur JK. Donc pour que Q1 transite de 1 vers 0, bien sûr sur le frein de l'horloge, il faut que J1 soit 0 ou 1 et K, nécessairement, il doit avoir la valeur 1. La suite, on a une transition de Q1 entre 0 et 0. Donc le 0 ici devient Qn et le deuxième devient Qn plus 1. Alors la transition 0,0 nécessite une combinaison 0x sur JK. Donc J, il doit avoir nécessairement un 0 et K, peu importe, 0 ou 1. La transition suivante entre 0 et 1, 0 et 1, nécessite une combinaison 1 nécessairement sur J1 et peu importe sur K1. La transition suivante, c'est la transition entre 1 et 0. On revient sur la table d'excitation. 1, 0 nécessite une combinaison X sur J1 et 1 sur K1. Alors, pour la dernière, il faut voir la première valeur de Q1. Ça veut dire qu'on doit revenir à l'étape initiale. Donc, ici, il s'agit de transition entre 0 et 1. Alors, si on consulte table d'excitation, la transition 0-1 nécessite une combinaison 1 sur J1 et peu importe sur K1. Comme ça, on a rempli la colonne de J1 et K1, bien sûr, les valeurs des entrées J1, K1 qui excitent la sortie Q1 pour suivre ce cycle d'évolution. Voilà, on a rempli notre table de transition. Alors, ce qu'on doit faire maintenant, c'est définir ou établir les équations des 6 entrées. Pour cela, on va utiliser la table de Carnot, tout simplement pour définir les équations des entrées en fonction des sorties Q1, Q2, Q3 sous leur forme simplifiée. Alors, on va commencer par J1, on va donner un exemple et le reste c'est parfaitement la même chose. Alors, pour la première ligne qui décrit le 1, donc 1, on a dit que c'est 0, 0, 1, on va voir la case qui représente la première ligne, c'est 0, 0, 1. Voilà, c'est cette case. Alors, c'est mieux de bien définir les cases pour que le travail qui vient par la suite sera facile. Alors ici, c'est la case
qui contient la valeur que prend J1 lorsque les sorties ils sont à 0, 0, 1. Alors ici, J1 vaut X. La deuxième ligne, c'est 2. Alors c'est 0, 1, 0. 0, 1, 0. On va sauter. Ça, c'est la valeur 2. Donc la valeur 2, J1, il prend la valeur 0. La ligne 3, c'est la valeur 6. Donc c'est 1, 1, 0. Alors 1, 1, 0. Là, la valeur 6. Donc pour J1, il prend la valeur 1. Pour la ligne 4, c'est la valeur 5. Donc c'est 1, 0, 1. J1 prend la valeur X. Donc c'est 1, 0, 1. Ça c'est la quatrième ligne qui décrit la valeur 5. Donc vous avez sorti X. Et finalement, la dernière ligne, c'est, il décrit la valeur 4. Donc Q3 est égal à 1, 0, 0. Donc 1, 0, 0. C'est la case qui correspond à la dernière ligne qui décrit la valeur 4. Donc la valeur de J1, c'est 1. Voilà. Alors pour les cases qui sont vides, on les complète avec des X. Et finalement, on regroupe suivant les règles imposées par M. Carnot pour avoir l'équation de J1. Alors, la variable qui ne change pas d'état au sein de ce groupement, c'est Q3. Et bien sûr, il prend la valeur 3. Donc, J1 est égal à Q3. Voilà. Donc, on passe pour faire la même chose pour K1. Alors, K3. Donc, on a ici X, 0, 0, 1. Et alors, les autres sont des... Voilà. Donc, ici, on peut couper ces deux. Et les variables qui ne changent pas d'état, c'est Q1 et Q2 avec des valeurs 0. Donc, K3 est égal Q2 bar, Q1, à 1 bar. Voilà. On a établi les expressions des entrées J1, K1. Donc, J1 est égal à Q3. K1 est égal à 1, J2 est égal à Q3 bar, K2 est égal à Q3, J3 est égal à Q2, et finalement K3 est égal à Q2 bar, Q1 bar. Réalisation. Alors on passe maintenant l'étape 5 pour donner le logogramme du compteur. Bien sûr, il faut mettre à côté les équations des entrées, GI, KI, pour ne pas se tromper. Alors notre compteur donc contient 3 bascules JK actives sur le franc montant. Bien sûr, les 3 bascules ont la même horloge H. Donc on va à chaque fois réaliser les équations des entrées. Alors ici, on a J1 est égal à Q3. Donc on va lier J1 à Q3. Voilà. On va lier K1 à niveau logique 1. Donc on va le lier à VCC bien sûr. Alors pour J2, on va le lier à Q3 bar. Pour K2, on va lier cette entrée à Q3. Et J3 va être lié à Q2. Et finalement, on va réunir Q2 bar et Q1 bar par une porte E pour alimenter Q3. Et voilà notre logogramme de notre compteur qui décrit le cycle 1, 2, 6, 5, 4 et on revient à l'étape initiale. Alors essayons maintenant de voir ce qui se passe à chaque franc de l'horloge. Ça veut dire on va récapituler le fonctionnement de notre compteur à partir, bien sûr on peut choisir n'importe quelle étape, mais nous on va choisir l'étape 1. Alors supposons qu'on est au début à l'étape 1. Donc, il s'agit de la valeur 0, 0, 1 sur les entrées Q3, Q2, Q1. Donc, ça veut dire tout simplement que l'entrée Q1 qui constitue le LSB, il est à la valeur 1, Q2, il est à 0 et Q3, il est à 0. C'est bon? Alors, cette combinaison, ces valeurs de Q1 et Q2 et Q3 vont donner les valeurs de J1, K1, J2, K2, J3, K3 qui vont bien sûr influer sur les sorties lorsque le front de l'horloge arrive. Donc pour cette combinaison des sorties,
combien vaut J1, K1, J2, K2, J3, K2, K3. Alors J1, il a la même valeur que Q3, donc il a la valeur 0. K1, il est bien sûr constante, il ne change pas. J2, il a la valeur de Q3 var, donc c'est 1. K2, il a la valeur de Q3, c'est 0. Et J3, il a la valeur de Q2, donc c'est 0. Et bien sûr, K3 est le produit logique entre la valeur Q2 var et Q1 bar, donc c'est 0. Donc à partir de ces combinaisons, on va définir à nouveau les trois sorties. Donc pour la première bascule, vous avez J1 est égal à 0 et K1 est égal à 1. Donc il s'agit ici d'une mise à 0. Donc il était à 1, donc il passe à 0. Voilà. Alors pour la deuxième bascule, vous avez J2 est égal à 1 et K2 est égal à 0. Donc il s'agit d'une mise à 1. Donc la sortie Q2 passe à 1. Alors pour la troisième bascule, vous avez J3 est égal à 0 et K3 est égal à 0. Donc c'est une mémorisation. Donc la sortie Q3 ne va pas changer. Donc on a sur la sortie, on a Q3 est égal à 0, Q2 est égal à 1 et Q1 est égal à 0. Donc on a la valeur ou la combinaison 0, 1, 0. Alors, cette même combinaison qui va définir les nouvelles valeurs que vont avoir les entrées GI, KI. Donc, pour J1, il va prendre la valeur de Q3, donc c'est 0. K1, il va prendre la même valeur, toujours. J2, il va prendre la valeur de Q3 bar. Et K2, il va prendre la valeur de Q3. J3, il va prendre la valeur de Q2. Et K3, il est calculé par le produit logique entre Q2 bar et Q1 bar, donc c'est un 0. Donc, pour la première bascule, on est devant une mise à 0 parce que J est égal à 0 et K est égal à 1. Alors Q1 il était à 0, donc il va garder la même valeur. Pour le deuxième, on a un J2 est égal à 1 et K2 est égal à 0, donc on a une mise à 1. Donc il était à 1, il ne va pas changer de valeur. Et pour le troisième, vous avez la troisième bascule, vous avez J est égal à 1 et K est égal à 0, donc on est devant une mise à 1. Donc on passe à 1 ici. La sortie Q3 passe à 1. Voilà, donc la combinaison en sortie sera est égale à 1, 1, 0 parce que Q3 est égal à 1, Q2 est égal à 1, Q1 est égal à 0. Bien sûr, les valeurs enregistrées sur les sorties dès le début, vous avez ici 0, 0, 1, donc il s'agit du nombre décimal 1. Ici, il s'agit du nombre décimal 2. Ici, il s'agit du nombre décimal 6. Alors, ces valeurs des sorties Q1, Q2, Q3 vont préciser ou décider les valeurs de GI, KI. Donc, pour J1, il va prendre la valeur de Q3, donc c'est 1. K1 toujours la même valeur, J2 il va prendre 0, la valeur de Q3 var, K2 est égal à 1, donc c'est la valeur de Q3, J3 est égal à 1, la valeur de Q2, et K3 c'est la valeur du produit logique entre Q2 var et Q1 bar, donc c'est un 0. Donc pour la première bascule, vous avez J est égal à K est égal à 1, donc c'est un basculement, donc il était à 0, il passe à 1. Pour la deuxième, vous avez J est égal à 0 et K est égal à 1. Donc, c'est une mise à 0. Donc, on passe ici à 0. Pour la troisième, vous avez un 1 sur J et un 0 sur K. Donc, vous avez mise à 1. Donc, il était à 1. Donc, il garde la même valeur. Donc, la nouvelle valeur des sorties à 0, 1. Donc, c'est la valeur en décimale. C'est la valeur 5. Alors, cette combinaison, ces valeurs des sorties vont de nouveau décider les valeurs des entrées GI, KI. Alors, pour J1, il va prendre la valeur 1, K1 inchangeable. J2, il va prendre Q3 var, donc c'est un 0. K2, il va prendre la valeur de Q3, donc c'est un 1. J3 il va prendre la valeur de Q2, donc c'est un 0. Et K3, il est calculable, donc c'est 0. Donc, pour la première bascule, vous avez un 1 sur J et K, donc c'est un basculement, donc il était à 1, il passe à 0. Pour le deuxième, vous avez un 0 sur J et 1 sur K, donc vous avez une mise à 0. Il était à 0, il garde la même valeur, donc il reste à 0. Et pour le troisième bascule, vous avez 0, 0, donc c'est une mémorisation, il était à 1, il garde la même valeur. Donc, la valeur qui va s'afficher sur la sortie, c'est la valeur 1, 0, 0. Et c'est bien sûr la valeur 4 en décimale. Alors, les nouvelles valeurs des sorties vont bien sûr donner
les nouvelles valeurs des entrées. Donc pour J1, il va prendre la valeur de Q3, donc c'est 1, K1 inchangeable, J2 il va prendre le complément de Q3, donc 0, K2 il va prendre la valeur de Q3 et ainsi de suite. G3 il va prendre la valeur 0 et K3 il va prendre la valeur 1. Alors pour la première bascule, c'est J est égal à 1, K est égal à 1, donc c'est un basculement, il était à 0, il va passer à 1. Pour la deuxième, vous avez J est égal à 0, K est égal à 1, donc c'est une mise à 0, donc il était à 0, il garde la même valeur. Et pour la troisième, c'est un 0 sur J et 1 K, 1 sur K, donc c'est une mise à 0, donc ici, il était à 1, il passe à 0. Alors la valeur enregistrée sur les sorties, c'est la valeur 0, 0, 1, donc on a revenu à l'étape initiale. Donc le cycle de comptage est bien réalisé, donc on a 1, de 1 vers 2, de 2 vers 6, de 6 vers 5, de 5 vers 4, et après on a revenu à l'étape initiale qui était 1. Voilà, donc on a réalisé notre compteur avec le cycle demandé.